On reste dans ce monde immobilier en accueillant Jean-Marc Le Prado. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Le patron d'Enola. Alors, Julien vient d'en parler un petit peu. Belle transition quand même, sur les taux d'intérêt. Effectivement, on a des taux d'intérêt qui restent très très attractifs et vous êtes peut-être nombreux à vous dire tiens, ça y est, je vais franchir le pas et m'intéresser à l'investissement locatif. Jean-Marc, malgré tout, il se pose une question une fois qu'on est conquis, une fois qu'on a envie de rentrer, c'est de se dire est-ce que je le fais dans du neuf ou est-ce que je le fais dans l'ancien? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a clairement une différence, par exemple, de rendement entre le neuf et l'ancien? Il y a beaucoup de différences, en effet, entre les deux marchés. Ce sont deux marchés qui sont parallèles, mais qui vivent un peu chacun de leur côté. Et il y a des différences de rendement qui sont tout à fait notables. On va avoir des niveaux de rendement. Je rappelle que le rendement, c'est tout simplement le rapport entre le loyer qu'on encaisse et le prix d'achat de son bien. Il va être presque naturellement beaucoup plus important lorsqu'il s'agit d'anciens classiques que lorsqu'il s'agit de neufs. On va avoir des différences qui peuvent être tout à fait significatives, puisque globalement, sur des marchés, on va dire, assez classiques, on peut arriver à trouver du 5 à 6% sur le marché de l'ancien, donc des actifs qui rapportent 5 à 6, et on va être entre 3 et 4% pour le neuf. Qu'est-ce qui explique cette différence de rendement quand même significative ? En fait, c'est le prix au mètre carré, le prix d'achat, donc le prix, mais surtout le prix au mètre carré, qui va expliquer essentiellement cette différence, puisque on a un prix au mètre carré qui est plus élevé dans le neuf que dans l'ancien. Alors, on peut discuter pendant des heures, des jours et des semaines sur la validité ou pas de cette différence. Le fait est que le marché du neuf, le prix au mètre carré dans le neuf est plus élevé que dans l'ancien. Or, le loyer au mètre carré, lui, est très peu différent. Qu'un locataire cherche un T2 dans le neuf ou dans l'ancien, il va accepter vraisemblablement de payer un tout petit peu plus pour être dans du neuf, mais il ne paiera pas 40 ou 50% de plus. Donc le rapport entre le loyer qu'on encaisse, il est bien meilleur dans l'ancien que dans le neuf de cette manière-là. Est-ce qu'entre ces deux marchés, il y a aussi une différence fiscale? Quand je dis fiscale, c'est vraiment au sens le plus large. Et alors, vous avez parfaitement raison. Évidemment, si on restait au stade de l'analyse du rendement de l'actif, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Personne n'irait faire du neuf et tout le monde ferait de l'ancien classique. L'ancien classique a une limite, c'est la fiscalité. À peu près dans tous les cas et à peu près par construction, faire un investissement dans l'ancien classique va générer des excédents fonciers, qui vont générer donc de l'impôt supplémentaire sur sa tranche marginale d'imposition, plus de la CSG CRDS. Donc la fiscalité liée à l'excédent foncier est parfaitement désagréable à vivre. C'est une limite très importante. Bon, on va essayer de resserrer un petit peu les différents investissements et voir ce à quoi on peut réfléchir sur ces données-là. L'investissement dans le neuf, vous l'avez dit, un peu moins de rendement, mais il y a aussi pas mal d'avantages. Et oui, bien sûr, il y a un certain nombre d'avantages, notamment des droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire qui sont moins élevés, un coût d'entretien vraisemblablement dans le temps un petit peu moins important également, mais surtout, quand on fait de l'investissement dans le neuf, il faut évidemment le corréler à une opération de type loi Pinel. Dans ce cas-là, vous n'avez non seulement pas d'impôt supplémentaire à payer, mais vous avez de l'économie d'impôt. Donc la question en fait finalement, c'est de savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir un peu plus de loyer avec de l'impôt ou un peu moins de loyer avec de l'économie d'impôt. Bon, juste pour que tout le monde ait bien le baromètre en tête, ça fonctionne comment Pinel ? Alors le Pinel, en quelques mots, vous achetez un produit immobilier dans la plupart des cas en vente en état futur d'achèvement et vous allez vous engager à le louer à un locataire par définition au titre de sa résidence principale pendant une durée de 6, 9 ou 12 années. Et puis vous allez en contrepartie de cela, vous allez respecter un certain nombre de contraintes également dans lesquelles je ne rentre pas aujourd'hui. Et en contrepartie de cela, vous allez obtenir une économie d'impôt qui va être basée sur le montant de l'investissement, qui va représenter 18% sur les 9 premières années et ça va pouvoir monter à 21% si vous vous engagez à le conserver pendant 12 ans. Donc une économie d'impôt tout à fait substantielle. Donc les contraintes dont vous parlez, c'est quand même le loyer aussi. Oui, absolument. Donc il y a un certain nombre de contraintes, dont notamment la défiscalisation qui porte sur un prix au mètre carré limité à 5 500 €, des contraintes de plafond de loyer, donc il ne faut pas se tromper et investir dans des endroits dans lesquels le loyer de marché est très proche du loyer plafonné ou l'inverse, et vous avez également des contraintes en termes de revenus des locataires. Voilà. Quand on voit tout ce que vous nous dites, on se dit il faut franchement faire un choix ou on peut essayer de panacher, de mixer, d'essayer de tirer le meilleur des deux, pas des deux dispositifs, mais des deux solutions? J'ai toujours trouvé que la solution vraisemblablement la plus maligne pour un investisseur était en effet de trouver la formule qui permette de bénéficier des deux. Faire de l'ancien classique qui permet d'obtenir un bien meilleur rendement et en évitant la fiscalité de l'ancien classique, en mettant en œuvre en parallèle une opération de défiscalisation, par exemple de type Pinel, qui va venir non seulement gommer
et qui va venir gommer tout ou partie de l'impôt lié à la première opération. Il faut, je suis désolé, mais quand même avoir des moyens, non? Est-ce qu'il y a un cas dans lequel effectivement c'est idéal de faire les deux? Alors, bon, en effet, il n'y a pas de recette. C'est particulièrement pertinent. C'est très souvent pertinent. Et par définition, il n'y a pas de miracle. Quand vous faites une opération immobilière, quelle qu'elle soit, vous allez avoir un impact en trésorerie négatif. Il n'existe pas d'opération où on fait que l'économie d'impôt plus le loyer est égal au crédit, par exemple. Sans apport personnel, ça se saurait depuis longtemps. Donc il y a forcément un impact négatif. Si vous faites 2 opérations, vous aurez un impact négatif qui sera vraisemblablement plus important. Mais il existe une technique assez maligne qui consiste à sous-dimensionner un petit peu les 2 investissements de manière à avoir un volume global d'investissement supérieur à ce que serait un seul investissement avec une fiscalité qui est très douce. Mais comme on parle de profil d'emprunteur assez VIP, quoi, enfin high level, quoi. Je veux dire, pour se permettre de faire 2 opérations, c'est quand même. Alors, pas nécessairement. C'est utiliser à mort le levier, quoi. Voilà. De toute façon, on va faire du levier financier. Gros levier d'endettement. On parle plutôt de gens qui ont de très bonnes relations avec leurs banquiers, puisque finalement la limite de l'exercice, elle est plutôt dans la capacité d'endettement. Faire une opération dans l'ancien classique qui globalement se pilote seul avec très peu d'apport personnel, et faire en parallèle une opération en défiscalisation qui, compte tenu de l'économie d'impôt pendant les 9 premières années, va faire en sorte que l'opération soit très faible sur le plan de l'impact trésorerie, c'est quelque chose qui est ouvert à un très très grand public. Alors naturellement... Bon, nos auditeurs, ils aiment bien qu'on fasse résonner un exemple. Concrètement, ça veut dire quoi faire cette opération? Écoutez, quelques chiffres. Concrètement, vous achetez un petit appartement très correctement situé, un petit T2 que vous allez acheter aux alentours de 120-130 000 euros. Vous allez louer ce bien aux alentours de 600 euros, plus ou moins 600 euros par mois. Si vous faites un crédit de 120 000 euros sur une durée de 20 ans compte tenu des taux actuels, vous allez avoir un crédit qui va être de l'ordre de 600 euros également, peut-être un tout petit peu plus. Donc opération blanche, quoi. Donc opération presque blanche. Alors j'intègre pas, il faudrait affiner les charges aussi. Les charges, la taxe foncière, les frais de gestion, les assurances. Opération quasi blanche. Donc opération quasi blanche. En parallèle de cela, mais le problème de cette opération, c'est que si vous ne faites que ça, vous allez générer dans les années qui suivent de l'impôt sur le revenu. Et là, pour le coup, votre opération ne sera clairement plus blanche. En parallèle de cela, vous faites une opération, par exemple, de l'ordre de 160, 170 000 ou 180 000 euros en Pinel. Vous allez générer donc vous allez acheter un T2 également. Vous allez générer un loyer qui va cette fois être plutôt de l'ordre de 500 euros, avec un crédit qui, lui, va être plutôt de l'ordre de 850 euros si vous le financez totalement. Sauf que vous allez générer 300 euros, un peu moins de 300 euros d'économie d'impôt. Ce qui fait que l'impôt supplémentaire lié à votre ancien classique va être gommé par votre économie d'impôt Pinel. Et vous pouvez de cette manière-là avoir une opération totale dont le coût de trésorerie finale va être très proche d'une opération simple dans l'ancien classique. C'est particulièrement intéressant. Presque un miracle. Alors j'aimerais bien vous dire... Vous changez l'eau en vin. Voilà, il y a beaucoup d'investisseurs comme ça qui font des doubles opérations. Qui fait du conseil. Un certain nombre nous écoutent, oui, sans doute. Oui, bien sûr, bien sûr. Tous les gens qui ont compris que c'était un élément malin et qui fonctionne le font naturellement. Un point néanmoins important, donc pour répondre précisément à votre question, il n'y a pas de miracle. La loi Pinel, elle offre 9 années qui sont tout à fait agréables, 3 années qui sont très sympathiques, mais ensuite elle n'offre plus rien. Vous avez donc un effet cumulatif au terme de la défiscalisation qui lui est important. Raison pour laquelle la règle de base lorsqu'on fait de l'investissement immobilier, c'est de tirer des simulations financières et fiscales sur la totalité du financement et pas seulement sur la période agréable, puisqu'elle devient très désagréable au terme. Pardon. Juste pour terminer, si l'ancien en plus on l'achète avec travaux, on fait du déficit foncier? Alors, on multiplie. Cerise sur le gâteau. Triple effet qui se coule. Ouais, cerise sur le gâteau avec du déficit foncier, puisque l'ancien classique va générer un excédent foncier qui lui-même va être pompé en quelque sorte par le déficit foncier généré par les travaux, et puis on va garder l'économie d'impôt liée à la Pinel sur le revenu global. Bon. Et là, il n'y a pas d'abus de droit? Oui, absolument aucun abus de droit, naturellement. Bon. On le rappelle, pour finir, le Pinel prolongé jusqu'au 31 décembre quand même 2017. Absolument. Voilà. Jean-Marc Le Prado pour Enola, Julien Mouret pour La Vie Immo, l'immobilier au cœur d'Intégral Placement, chaque jour sur l'antenne de BFM Business.